acknowledge that today we're all gathered in Jojaga's Old Port, which is a very historically charged place for Afro-descendant communities. This is the city and the neighborhood where Marie-Joseph Angélique was burned. This is the city where Louise Langdon, Malcolm X's mother, worked and organized with the UNIA and Garveyist. And this is the city where we are gathering today to imagine abundant futures for ourselves and each other. So please give yourselves a round of applause. I was super excited when Harry and Hannah asked me to facilitate this panel, and I'm very inspired by everybody's work. All the people that you see before you today are people who channel their understandings of self, of community, and of ancestry to manifest abundance and possibilities and move us towards a fertile future. So Fatima Ba, me, channels her passion to inspire youth from her neighborhood to challenge structural barriers. Please give her a round of applause. Rico Joseph merges Afro-descendant history, music, arts, and culture under a single platform that provides entertainment and knowledge for those who seek to effect change. Please give her a round of applause. Paul-Henri Toussaint's work reminds us of the richness of Haitian culinary heritage, as well as its impact on our Montreal/Jojagi cultural landscape. Please give her a round of applause. And Eva Kabuya's filmography simultaneously reaches for past and future while allowing us to be seen through new lenses. And her new web series, Amour d'Occasion, is now available on Tout.tv. Shameless plug. Hi everyone. So as you can see, I'm slightly more comfortable in English, mais en même temps, je sais que tout le monde sur ce panel est francophone, donc je vais faire un gros effort pour qu'on puisse faire ça un petit peu franglais et que tout le monde se comprenne bien. Ah! Merci. Ma première question aujourd'hui est pour Fatima, mais sachez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez intervenir si vous sentez que vous avez quelque chose à contribuer par rapport à la question. Fatima, quand j'ai vu ta vidéo sur le site web du mois de l'histoire des Noirs, j'ai vraiment apprécié la manière dont tu parlais de la jeunesse, de la relève et du futur, et comment les gens d'autres générations vont souvent parler de la jeunesse et dire « Oh, vous êtes la relève, oh, j'ai hâte que ça soit à votre tour ». Et toi, tu as plutôt mis l'emphase sur le futur d'aujourd'hui et l'importance d'agir dès maintenant pour manifester les futurs qu'on veut voir. Et j'aimerais juste savoir comment ça contribue au travail que tu fais dans ta communauté. Ça contribue au travail, en fait, c'est que parfois les jeunes, ils s'empêchent de faire quelque chose en disant peut-être je vais le faire plus tard, parce que maintenant c'est pas notre tour, on va attendre que ce soit notre tour, qu'on aura la position et les instances et tout. Et je pense que c'est un peu mal faire, un peu, parce que, tu sais, entre-temps, les personnes qui sont là, ils décident pour nous, et il sera, comme j'ai dit, des conséquences, des répercussions. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours cru qu'il faut le faire maintenant, pour qu'après, on ne puisse pas regretter et qu'on ne puisse pas subir les conséquences. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur le panel qui ressent ce besoin comme d'action immédiate par rapport aux barrières qui peuvent être présentées dans vos carrières, dans vos communautés, etc. Moi, je dirais que oui. Parce que qu'est-ce qui est très important, we have to exist. And at times, existing is not so much what people can offer you, it's about what you want for yourself. Mm-hmm. And that takes a lot of courage, that takes a lot of wisdom, a lot of knowledge, a lot of self-understanding too, which is not easy. But ouais, je pense que oui, c'est très important. J'avoue, comme c'est souvent déjà aussi comme ces points-là, parce que
moi j'ai un côté négatif là-dedans aussi, parce que souvent il y a plein de jeunes, surtout avec les réseaux sociaux maintenant, les gens pensent aussi comme qu'ils peuvent faire tout. Ou ils peuvent, comme ils oublient comme le travail que les autres ont fait, ou tout l'héritage qui a été laissé, comme ils sont prêts à bafouer tout leur travail. Ils veulent être comme le meilleur photographe aujourd'hui, tandis qu'ils ne connaissent même pas comme les techniques. Ils veulent être le meilleur chef aujourd'hui, mais ils ne savent même pas comment cuisiner. Comme, oui, on doit agir, on doit avancer, on doit être le meilleur, mais on doit aussi apprendre et puis s'éduquer avant de juste se lancer à faire n'importe quoi. Et parfois, ce qui est dur, c'est comme ça représente toute une communauté, ça représente tout un peuple. C'est comme on va mettre, hop, regarde lui, ça c'est l'haïtien qui est en train de faire ça. Et tandis qu'il n'a rien à voir avec comme ce qui est haïtien, mais le fait comme qu'il représente ça, l'haïtien, comme on va dire, ok, c'est l'haïtien qui n'est pas capable de bien faire. C'est pourquoi je dis, il y a le bon côté, on ne doit pas laisser quelqu'un t'empêcher d'avancer, mais en même temps aussi on doit bien avancer, avoir la bonne vision et comme, au moins bien s'entourer, va voir les autres, voir ce qui ne marchait pas, essayer comme de connecter et puis d'avancer. Je pense que c'est très important ça aussi. Je pense souvent que on va mettre nos rêves au lendemain, on va attendre d'avoir, comme elle dit, des meilleures ressources. Mais je pense que c'est important de se faire confiance un peu, puis d'aller pousser les portes. Puis que souvent on se freine beaucoup nous-mêmes par faute de ressources ou d'opportunités, mais il faut vraiment penser à comment tu peux créer tes propres chances, comment tu peux te mettre dans des situations qui vont t'ouvrir des portes, même si cette situation ne t'ouvre pas une porte, de penser tout le temps, genre, ok, peut-être que si je vais à cet événement, peut-être que si je rencontre cette personne, peut-être que si je travaille gratuitement pour cette personne, ça va ouvrir une porte. Donc, tout le temps, avoir ce côté optimiste. Ouais, c'est ça, être optimiste. Puis, voilà. Oui, mais j'entends comme deux choses dans vos réponses finalement. Comme oui, que c'est important de reconnaître la nécessité d'action au présent, mais aussi que c'est très important d'avoir une conscience de soi, une conscience communautaire et aussi un désir d'apprendre. Parce que sans se donner des opportunités pour apprendre, on ne peut pas se rendre au point qu'on désire. Je ressens beaucoup ce que tu as dit, Paul-Harry, par rapport aux gens qui veulent se réveiller et être le meilleur chef, ou bien comme the most streamed SoundCloud rapper, ou comme... Et puis qui... Ça, c'est un rêve qu'ils veulent, mais ils ne pensent pas nécessairement aux étapes qui existent entre où ils sont aujourd'hui et où ils veulent arriver. Et souvent, d'avoir des conversations intergénérationnelles avec des gens qui l'ont fait avant nous, des gens qui veulent le faire, des gens qui ont échoué, des gens qui ont réussi, nous permettent de comprendre même les complexités de nos propres rêves. Et ça m'amène vers une question pour toi, Rito, parce que dans ton travail, tu permets aux gens d'avoir des compréhensions plus approfondies sur les histoires afro-descendantes. Et je me demandais à quel point une connexion avec des histoires intercommunautaires, intergénérationnelles, peuvent permettre aux gens de se connecter avec d'autres personnes au présent, soit dans leur propre ville ou bien à travers les médias sociaux. Comment cette conscience permet aux gens d'apprendre à se connaître? Bonne question, merci pour la question. En fait, c'est par exemple, comme tu as dit, à Montréal, ici, on est à quelques coins de rue où Marie-Joseph Angélique s'est fait exécuter. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Joseph Angélique, c'était une afro-descendante en 1734 qui a été accusée d'avoir mis le feu à Ville-Marie, qui était le Vieux-Montréal. Donc, elle a été torturée, ils ont coupé sa jambe, ils l'ont traînée à horse carriage, ils l'ont traînée un peu partout, et après ça, ensuite, ils l'ont exécutée, ils l'ont pendue, en plus, ils l'ont brûlée, ensuite, ils ont soufflé ses cendres dans les airs. Mais la raison pourquoi je dis ça, c'est que la conscience n'est pas toujours physique. En tant que communauté, on a un devoir de we have to heal. And it's not, in order to heal, it's not so much about how you feel, it's about what took place before you. Dans notre ADN, on a beaucoup de choses que des traumatismes, on a beaucoup de situations
qu'on emmène de génération en génération. Je pense que c'est important de prendre conscience de ce qui s'est passé dans le passé parce que ça nous affecte directement. Parfois, on ne sait pas toujours que ça nous affecte parce qu'il y a certaines choses qu'on a normalisées. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors, des gens, des chercheurs un peu comme Lasconi, comme Afra Coupé qui a écrit Marie-Joseph Angélique. J'ai eu la chance de la côtoyer, j'ai la chance d'avoir des gens qui ont pu un peu me guider, mais c'est parti de moi. Et je pense que ce qui est très important, c'est que, spécialement à Montréal, ici, on a une très grande communauté noire. Je ne sais pas si vous savez, mais la communauté noire de Montréal représente 10% du Grand Montréal. Ça, c'est un groupe franco, put together. Puis ce qui est très important, c'est qu'avec cette conscience-là, on est capable d'avoir un apport économique, on est capable d'avoir un écosystème vivant, on est capable d'être plus, parce qu'on a plus de ressources. Mais ça prend la conscience, et cette conscience-là, c'est un travail de soi. Et ce travail de soi-là, c'est justement pour la communauté. Donc, ce que tu fais individuellement affecte le collectif. Donc, moi, c'est beaucoup de ça aussi qui me pousse un peu à faire des recherches. Donc, même parlons à quelques coins de rue encore, il y a un esclave, un cimetière d'esclaves qui était là. Donc, ils nous parlent, on n'appelle pas ça à l'école, mais si on ne fait pas ce travail-là, on n'aura pas conscience de ce qui se passe vraiment dans le contexte des enjeux auxquels on fait face. Ça, c'est moi, c'est ce que je pense. Oui, je suis complètement d'accord. Et ce que tu soulèves, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec Joanna Chachin, qui est aussi d'héritage haïtien. Elle disait qu'à chaque fois qu'elle vient au Vieux-Port de Montréal, elle se sent stressée et elle se sent désorientée, même si elle sait exactement où elle va. Même si elle a déjà été à cet endroit 20 fois, 30 fois, 40 fois, parce que physiquement, c'est un lieu où les personnes noires were made to feel unsafe. We're made to feel like their lives are going to be threatened. We're wounded, we're executed. We're preyed on too. We're preyed on. And if you don't know about that, you can feel crazy for feeling unsafe in this space. And you can feel crazy for wanting to change it, or even for wanting to manifest something of your own there. So I feel like what you highlighted is super important. And it leads me into my next question pour Paul-Henri, pour penser aux inconforts que les personnes afrodescendantes ressentent parfois à Montréal. Je pense à quel point la culture haïtienne informe ce que la culture montréalaise est et peut être. Je pense au fait que quand j'étais plus jeune, si j'allais genre à Méli-Mélo avec ma famille, puis là genre je disais ça à une personne italienne ou portugaise, c'était comme ah ouais, tu commences dans ton petit bail haïtien et tout, puis ils sont très à l'aise d'utiliser le slang haïtien, ils sont très à l'aise de manger du grès au banane pesée, ils adorent ça. Et on dirait qu'on vit dans un contexte culturel où particulièrement d'un point de vue culinaire, tout le monde veut s'approprier un monde de fusion où des questions d'origine sont peut-être moins importantes dans leurs yeux. Mais je me demande comment ton travail crée un espace où des personnes haïtiennes et ou afrodescendantes peuvent venir et puis ressentir des goûts familiers, des goûts ancestraux et savoir que cette culture leur appartient, même si elle est appréciée par d'autres personnes. Moi, personnellement, je trouve que c'est super important. Comme tu as dit, moi, c'est ce qui m'a ramené d'abord à Montréal. Pour juste parler un peu de mon parcours, j'étais en Haïti, Ottawa, je suis venu à Montréal, et puis après Montréal, déjà à Montréal, je travaillais au Toqué, comme cette cuisine blanc. J'appelle toujours cette cuisine-là plus comme une cuisine expérimentale, scientifique, c'est comme tout. Il n'y a rien qui est d'amour, comme il n'y a pas une histoire qui dit ok, ça c'était ma mère qui faisait ça. Comme pour moi, je faisais des assiettes, oui, les plus belles assiettes que j'ai jamais vues, des choses comme on fait des photos, c'était toute l'histoire, c'était de l'art. Et après je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais laisser avec ça, quel héritage, qu'est-ce que mon fils va dire de ça. Ok, oui, son papa était un gros cuisinier et je me suis dit aussi, dans cette cuisine-là, est-ce que je vais laisser mon nom? Là, je dis, il y a tellement de personnes, comme exemple, il vient de dire, il y a 10% de noirs, genre, okay, et qu'il y a 90% comme des gens qui vont être comme
comment dire ça, qui est en concurrence avec moi. Comment je vais dire, ok, je peux faire le meilleur risotto qui existe, non? L'Italien va toujours me dire, ah, il manque un petit peu de cuisson là, il manque un petit peu de fromage, il y a toujours ça. C'est là, ça m'a. Après, il y avait eu le tremblement de terre. Là, je me suis dit, ok, c'est un bon moment pour moi, je retourne à la source. Je suis retourné en Haïti, je suis resté pendant 4 ans, mais ces 4 ans-là, je fais le tour d'Haïti. Comprendre pourquoi les gens mangent comme ça, comme qu'est-ce qui les pousse à manger. Parce que manger, c'est pas seulement se nourrir, il y a le côté plaisir, il y a la tradition, il y a les cultes, il y a plein de choses. Et moi, en tant que comme restaurateur, je voulais aller aussi vers le futur, un peu penser à la gastronomie haïtienne, quelle direction qu'on peut prendre. C'est là que je suis parti en Haïti, resté, et puis après on m'a appelé sur le projet d'agricole. J'arrive ici à Montréal, je rentre. La première chose que je dis, ok, on ouvre la porte, je rentre. Je regarde, je dis, ok, là c'est chez moi. Parce que je trouve que lorsque tu rentres à l'agricole, tu sens que tu es en Haïti, tu vois toute la culture. Même quand je sais, il y a plein de personnes qui n'aiment pas le vaudou. Je dis, c'est correct, mais quand même, c'est comme, ça fait partie de notre héritage. C'est comme, je voudrais voir tout ça. C'est comme, que les gens se sentent comme dans un voyage en Haïti. C'est comme lorsque tu rentres à l'agricole, tu es en Haïti directement. Et c'est de là, j'ai dit, ok, je vais prendre ça parce que, pour te dire, il y avait un Filipino qui était le chef du restaurant. Comme, c'était dur. C'est comme les Haïtiens disaient, ils ne veulent pas aller manger là, c'est pas notre cuisine, c'est pas ci, c'est pas ça. Comme je dis, ok, ça c'est mon travail à moi de ramener les Haïtiens comme moi à l'école. Et là, j'ai commencé à faire le travail, pousser tout. Et aujourd'hui, je me sens un peu fier souvent comme de voir comme lorsque les Haïtiens arrivent, ils disent, ok, on est content. C'est comme. Et moi, c'est le plus dur, c'est lorsqu'on me compare à une mère, c'est là, ok, oh, est-ce que tu as passé? Parce que j'ai toujours, parce que la cuisine, oui, je peux faire un griot, mais je dois savoir aussi la clientèle au complet. C'est comme les gens parfois me disent, oh, pourquoi tu ne mets pas la peau? Mais je dis, ok, regarde la quantité de personnes qui ne veulent pas avoir comme du gras dans leur griot. C'est comme si tu veux un morceau avec du gras, dis ça dans ta commande. On va ce serait mieux comparé à le faire avec beaucoup de gars et puis plein de personnes ne veulent pas ça. Et c'est ça le plus gros combat pour moi, c'est comme juste m'assurer que les Haïtiens sont super contents, mais en même temps aussi évoluer, comme m'assurer que les textures, parce que dans la Caraïbe, comme on cuit un peu plus comparé à la normale, comme je dis. C'est notre réalité, mais je comprends pourquoi aussi. C'est comme en Haïti, là, on a tué le cabri là, on va le cuire là. C'est pas une histoire comme, on doit s'assurer que ça a suivi comme chaîne de froid. Comme il y a plein de choses que je boum boum. C'est ça l'histoire. Je me rappelle, il y avait un gars CNN qui était en Haïti qui voulait faire quelque chose sur Haïti. Il a dit, on va manger du poulet. J'ai dit, ok. J'ai dit, maman, on va avoir un poulet. Ma maman arrive avec un poulet. Il a dit, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, mais non, on a tué ça. Il a dit, ok, on va couper ça dans la vidéo. Et il a coupé toute la partie, comme je dis, mais ça c'est non. Pourquoi tu veux enlever ça? Il a dit, oh non, les gens, ça ne va pas être vendu, les gens ne vont pas accepter ça. Il a dit, si tu veux le faire pour vendre, tu ne veux pas avec moi. Comme, tu dois montrer comment les Haïtiens font ça. C'est pas juste arriver et dire, ok, je dois juste avoir un morceau de poulet, c'est que. Non. ça fait tout le travail. Mais comme je dis, c'est ça qu'on essaie, c'est ça que j'essaie de faire ici, c'est juste m'assurer que la culture évolue et m'assurer aussi que l'héritage reste aussi. Parce que souvent la culture évolue, mais comme on piétine tout ce qui a été fait comme par les autres, on piétine tout le gros travail comme ma maman me passe des recettes. Et c'est pas écrit, c'est comme elle me dit, viens de la cuisine. On cuisine et puis on te dit, ok, voici comment, voici si tu fais cette erreur, voici comment corriger. Ça c'est beaucoup, c'est comme te passer une tradition, te passer comme un flambeau, comme ton travail c'est m'assurer, exemple mon fils qui est là, c'est comme m'assurer
continuer ce travail, comme, ou n'importe qui, comme cuisinier haïtien qui travaille avec moi, qui veut apprendre, qui veut avancer, c'est comme m'assurer qu'il garde la tradition et en même temps évoluer avec la cuisine. C'est très important. Merci. Vraiment beaucoup l'effort concerné pour préserver l'héritage tout en regardant vers l'avant et aussi en pensant à toutes les dynamiques de cette ville et tous les autres endroits géographiques qu'on apporte avec nous en existant ici. C'est sûr que la communauté haïtienne, c'est ça, on apporte Haïti avec nous, mais quelqu'un qui vient de Jacmel, quelqu'un qui vient de Port-au-Prince, quelqu'un qui vient de Jean Rabel, les parents que les gens pensent que vous ne dites pas, mais c'est vrai. Comme c'est tous des héritages différents et d'apporter ces textures-là dans des mets, c'est super important pour cultiver un sens d'appartenance et puis d'échange intergénérationnel. Et ça me fait penser un peu, Eva, à comment dans Amour d'occasion, tu montres comme plusieurs, and this is where the French escapes me, but several layers of like history and existence in the city, visuellement. Donc, que ce soit à travers le bureau ou le développement des personnages, mais particulièrement avec ton utilisation de magical realism, plutôt que de nous envoyer dans un monde qui n'existe pas, la magie dans ta série nous ancre dans le présent, dans la réalité d'aujourd'hui, de ce que c'est d'être une personne ici à Tiohtià:ke, à Montréal. Et je me demande ce que tu penses du rôle de l'imaginaire et de la magie dans la manifestation des réalités qu'on peut voir. Je pense que l'imaginaire dans une société, c'est extrêmement important. L'imaginaire, en fait, c'est la société. C'est à travers l'imaginaire, à travers, par exemple, la littérature, le cinéma, l'art, que tu retrouves la société, que tu confirmes ton identité. Et ton identité aussi, tu la confirmes en juxtaposition avec l'identité de l'autre personne. Puis, au Québec, on sait, il n'y a pas de représentation dans les médias. Ça fait que les Noirs ou la diversité ne se retrouve pas dans la société. Puis, je ne sais pas, je ne veux pas généraliser, mais moi, je sais que, par exemple, quand je suis primaire, je disais, je ne suis pas québécoise, je suis canadienne. Puis, il y a beaucoup de Noirs qui disaient, ou qui ne s'associent pas avec la culture québécoise alors qu'ils sont nés au Québec. Puis, je pense que c'est parce qu'on ne se retrouve pas dans l'imaginaire, on ne se retrouve pas dans les écrits, alors qu'on a aidé aussi à construire notre ville. Puis surtout à Saint-Henri, d'où que je viens, où ce que la série se passe, les gens ne savent pas que c'est un quartier historiquement noir, où il y a eu beaucoup de Noirs qui sont venus travailler sur le chemin de fer et qui sont là depuis des siècles, mais qu'on est juste dans le guide de Bonheur d'occasion, il n'y a pas de Noirs. Dans les documentaires, il y a plusieurs documentaires qui se sont faits à Saint-Henri. Je pense que le documentaire le plus populaire qui s'est fait à Saint-Henri, ça s'appelle Le 5 septembre à Saint-Henri. Ils disent quelque chose du genre la seule chose pire qu'être anglophone, c'est être noir. Ils disent littéralement. Puis, dans le fond, il y avait la ségrégation dans Saint-Henri. Puis, quand il y a eu la construction de l'autoroute, je disais ça juste tout récemment, de l'autoroute Ville-Marie, le tunnel, il y a beaucoup de Noirs qui ont été poussés, puis où ce qu'ils vivaient, ça a été détruit. Donc, dans le fond, c'est vraiment, quand j'ai fait mon bac à Concordia, que j'ai pris plus conscience, j'ai étudié en communication puis en culture, que j'ai pu mettre des mots sur comment je me sentais. Puis que j'ai réalisé. Dans le fond, j'ai ce désir de vouloir élargir la définition de qu'est-ce que c'est être québécois. J'ai commencé à dire que moi, je suis québécoise. Puis que, juste pour m'approprier le terme, parce que je suis née ici, puis je suis pas née au Congo, puis mes oncles, puis mes tantes disent que, ah, tu es la petite québécoise, puis les Blancs, quand ils voient, c'est, ah, la Congolaise, genre, d'où tu viens, tu sais, fait que je suis tout le temps entre deux mondes, puis en même temps, je suis aucun des deux. Donc, de la même façon que
n'importe qui peut être New-Yorkais. Tu sais, quand tu arrives à New York, tu es un New-Yorkais. Je voudrais que être québécois soit à la réflexion de, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on voit dans la rue. Je voudrais que mes œuvres soient la réflexion de qu'est-ce qui est la réalité à Montréal. Puis, ouais, c'est ça. Excuse-moi, j'ai perdu un peu le... Non, moi, personnellement, j'ai trouvé ça très cohérent. Je comprends cette tension de comprendre comment le Québec existe, comment le Québec est une fraction d'une réalité coloniale, et puis que nous, on est ici à cause des déplacements engendrés par la colonisation, et en même temps que on a participé à ce projet colonial et on y résiste à tous les jours. Et comment trouver les mots pour en parler, comment trouver des manières artistiques de l'illustrer. Et j'ai vraiment trouvé que tu as fait ça dans Amour d'occasion. Parce que justement, dans ces espaces d'ambiguïté dont tu parles, d'être d'héritage congolais, mais d'exister ici, j'ai trouvé qu'avec la touche de magie, tu donnais un aspect visuel à ces choses non dites, à ces choses pour lesquelles on n'a pas forcément de langage. J'apprécie que tu dis ça parce que le magique réaliste, c'est un genre que j'aime beaucoup. Puis justement, je pense vraiment qu'à travers le magique réaliste, tu peux, à travers quelque chose qui est irréaliste, tu peux faire ressentir des sentiments qui sont très concrets, qui sont très réalistes. Puis tu peux t'identifier à ces émotions. Puis n'importe qui, dans le fond, on peut s'identifier à un personnage noir ou un personnage blanc. À travers les émotions, dans le fond, à la fin de la journée, on est tous humains. Voilà. C'est ça que j'ai essayé de faire. Mais là, comme moi, j'ai déjà posé plusieurs questions, on allait ouvrir la conversation aux gens dans la salle. Si vous avez des questions pour les panélistes, et je voulais vous laisser savoir qu'on va tous encore être dans le même espace pendant le reste de l'après-midi. Donc, si vous n'avez pas la chance de poser une question tout de suite, it's okay. We're all still going to be here. You can talk to each other, you can exchange information, and hopefully keep the conversations going, because obviously, in 1 hour, we can't address the full complexities of all these people's work. Avant, comme j'ai beaucoup aimé comme ce que tu parlais tantôt, il y a un gros problème ici, c'est le fait qu'on accepte qu'on nous met dans un panier. Exemple, l'histoire de minorité visible. C'est quoi ça? J'existe ici, je vis ici, je contribue ici, je contribue comme à l'économie, tout ça. Pourquoi tu veux me mettre juste dans un panier? C'est le plus gros problème. Et ils pensent aussi ici que tous les Noirs qui arrivent ici, c'est pas comme parce qu'il y a un problème dans leur pays, parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans leur pays. Comme, je pense que si Haïti était mieux, je ne serais jamais ici. Je le sais. Mais en même temps aussi, je contribue trop pour que tu veux me mettre juste dans un panier comme tous les Africains, tous les Noirs. Surtout dans la communauté comme québécoise, il y a trop d'hypocrisie. Je trouve, je ne les aide pas beaucoup. Je dis, tu as besoin de moi pour avancer, tu as besoin de moi pour même exister parfois. Mais dès que tu as un moment où on me met dans un coin, tu me mets dans ce coin et puis tu dis, ok, reste dans ton coin, tu n'existes plus. Mais je pense que c'est à nous de faire ce travail, même au travail, n'importe où on est, se faire respecter, n'accepter pas comme, ok, juste parce que je suis noir, je ne dois pas être dans cette conversation, je ne dois pas avoir ce poste si je suis qualifié. Non, fais le combat, assurons-nous comme qu'on a ce qu'on mérite, ce qu'on fait, comme pourquoi on travaille, comme on doit être respecté pour ça et évoluer comme tout le monde. Ou bien qu'on nous dise comme de quitter le pays, ce serait comme s'ils veulent pas, tu comprends? C'est vrai, moi je suis comme c'est le côté haïtien que j'ai. La révolte, je suis prêt à tout le monde. C'est juste ça, comme je pense qui est très important, c'est comme se faire respecter et aussi empêcher qu'on nous mette, même aussi dans la télé-réalité, qu'on dit, ok, on m'accepte dans le travail pour avoir un peu de diversité. Non,
j'accepte pas ça. Je suis bien, comme je suis le meilleur, j'ai ma place ici. Ne me dis pas c'est parce que tu es noir, je te donne une place à TVA, ou j'ai besoin d'avoir un noir dans l'équipe. Non. Si on me dit ça, je suis pas là. Ça, c'est pas ma place. Yes, sir. That's Oui. it. Yes, sir. Allez. Parce que Eva, hier, on se parlait au téléphone, puis on disait justement, c'est quoi la différence quand tu rentres dans une salle en étant une version pleine de toi, that you're not like self-editing because you're like, okay, well, you know, I'm the token Negro here today, so I'm only going to use these words and I'm only going to do this, that, and the other. Et versus quand tu rentres, tu es comme, ben, voici la personne que je suis, voici ce que j'offre, voici ce que j'aimerais faire, est-ce que ça fonctionne pour vous? Et ensuite d'aller de là, parce que I think that connects to what you were saying about healing. Like if you're constantly suppressing aspects of yourself just so that you can publicly exist, like you're living several deaths daily. Putting on the facade. Yeah. Putting on the facade on a daily basis. And I think also, part of the healing process to me, we're Black Montrealers, and that's really important for me to address. Part of the healing process is that we have to break that invisible barrier between the Anglos and the Francos. Yes. Nothing to do with us. Yes, sir. On the real, look at yourself now. Ain't nobody tell you if you speak French or English when you're walking down the street. Right? The healing process, then it helps with, economic power, it helps with community, it helps with culture, it helps with, c'est un travail qui va de fond en comble, puis c'est un travail qu'on n'a pas le choix de faire. If we still want to exist as a people, we have to do the work. C'est très important. On doit occuper les espaces, we have to occupy space, we have to, it's mandatory for us to be.